bienvenue à ma session sur Benchmark HTTP Grandeur Nature. Donc avant tout, je suis très content d'être ici et d'être venu au Geologue Summer Camp et que le Geologue Summer Camp ait bien voulu accepter ma proposition. C'est la première fois que je viens à La Rochelle. En fait, non, techniquement, c'est la deuxième fois. Parce que ma mère m'a dit que j'étais venu quand j'avais 2 ans. Mais voilà. Je vais commencer par le truc classique, une présentation brève de moi-même. Donc voilà, j'ai eu la chance ou l'opportunité en 2001, 2002, je ne sais plus exactement, de contribuer au serveur d'application JBoss, à l'époque où l'open source, c'était pas ce que c'est aujourd'hui en fait. Enfin, en tout cas, c'était sur SourceForge, il n'y avait pas rien de social. Il n'y avait pas de pull request, ça n'existait pas. Et à l'époque, les briques logiciels open source qu'on utilisait, c'était Ant, Tomcat, JBoss, bien sûr. Et en termes d'IDE, il n'y avait rien d'open source, en fait, je crois. La seule chose qu'on pouvait utiliser, c'était des éditeurs de texte. Il y avait une édition open source de Borland, et puis Java Builder ou un truc comme ça. Et tout le reste arrive après. Donc moi, j'ai eu la chance l'opportunité de commencer à contribuer. Et en fait, au bout d'un moment, rapidement, les gens de JBoss m'ont dit tiens, on va te payer pour faire ce que tu aimes. Et moi, j'ai dit ok, d'accord, cool. Et voilà. Aujourd'hui, je suis toujours principalement développeur, en fait, voilà. Donc j'écris toujours pas mal de code. Et je m'occupe aussi du projet Vertex, dont on va parler aujourd'hui. Donc on ne va pas parler de ce projet directement en lui-même, donc ce n'est pas une présentation sur Vertex. Je ne vais pas montrer comment on fait une application, mais par contre, c'est ce qui est utilisé dans le logiciel, enfin dans les benchmarks. Pour voir ici qui connaît le Vertex, voilà, qui l'utilise, en production. D'accord. Voilà, donc je travaille pour Red Hat. Je viens de Marseille. Et là-bas, je suis Jug Leader aussi de Marseille, avec plusieurs autres personnes. Donc là, c'est plus un conflit d'intérêts. C'est si vous avez des présentations et que vous passez près de Marseille ou que vous venez à Marseille, ça serait super cool de nous faire un petit coucou et peut-être qu'on peut arranger pour faire quelque chose. Ou si vous voulez venir parler à Marseille, ça serait sympa. Voilà. On a déjà eu Florian, Lilian Benoît, qui est venu nous parler de Java 8, 9, 10, 11 il y a quelques mois. C'était quand ? Mars, voilà. Et vous pouvez me suivre sur tous ces réseaux sociaux. GitHub, mon site web un peu pourri, Twitter et aussi, comme Julien Ponche qui était venu l'année dernière, je fais des trucs de DJ comme David Pellato a dit ce matin. Voilà, donc si vous voulez écouter mes mix, vous pouvez aussi. Bon, ça marche plus. Si, ça marche encore ça. Donc, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est une entreprise, enfin une entreprise, non, ça s'appelle le Tech Empower Framework Benchmark. Donc au départ, ça a commencé comme un blog post en 2013, fait par la société Tech Empower, qui a comparé à cette époque, en 2013, une vingtaine de frameworks web HTTP en fait, basés sur les performances HTTP. Donc parmi ça, il y avait un peu de tout. Donc il y avait du PHP, du Ruby, du Go, je crois, du Java bien sûr, et ce genre de choses. Et à cette époque, en fait, donc l'idée en fait, c'était vraiment de faire un benchmark et surtout que ce benchmark était ouvert en fait. C'est ça le truc qui est intéressant, c'est que c'était pas un benchmark qui publie et on peut rien faire. C'est que c'était un benchmark qu'ils ont mis sur GitHub où on pouvait contribuer, où on pouvait le lancer chez soi et vérifier les résultats ou essayer d'améliorer un benchmark existant. Et l'idée en fait aussi du blog post, c'est de dire aujourd'hui tout le monde fait des applications web, tout le monde fait des services web, et les performances ont un impact direct sur ce que ça va vous coûter en production. C'est-à-dire effectivement si vous utilisez une brique lente, ça va coûter plus de CPU et donc ça va coûter plus d'argent. Et aussi les performances ont un impact direct aussi sur vos utilisateurs. Effectivement, on sait tous qu'au bout de 2 secondes où une page ne répond pas, la plupart des utilisateurs s'en vont. Voilà. Et aussi, donc cette comparaison, ce qui est intéressant, c'est que ça comparait beaucoup de langages différents en fait. Et effectivement, on a tous entendu ces fameuses histoires
par exemple chez Twitter, où au départ Twitter était écrit en Ruby, et puis quand Twitter est passé à l'échelle, il y a eu beaucoup plus d'utilisateurs, ils ont dû réécrire quasiment tout en Java, ou Scala, je ne sais plus exactement, pour des soucis de performance. Donc voilà, donc l'idée c'est, on compare parce que, et quelle est la valeur de cette comparaison, c'est pour vous aider à faire un choix en fait quand vous allez choisir une pile. Alors ça ne doit pas être un choix, bien sûr, effectivement il y a plein de critères dans le choix, ça doit être un des critères du choix. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que Tech Empower ? C'est beaucoup plus de briques testées en fait. Il y a 464 frameworks, donc ça c'est quand j'avais écrit les slides, dans 26 langages, donc on a de tout, du Rust, du Go, du Java, il y a de tout, même le machin fonctionnel là. Hein ? Haskell. Voilà. Il y a 5 tests. Alors, quand je dis 5 tests, c'est-à-dire il y a 5 tests de nature différente, donc c'est ceux on va en voir quelques-uns aujourd'hui, on ne va pas tout voir en détail. Il y a des requirements, comme on dit en français, des prérequis assez. Alors, j'aime pas utiliser les mots anglais. C'est le truc à la mode en ce moment. J'entends plein de gens sur des streams Twitch qui font ça, c'est worthy ou pas. Non, mais... Et tu peux dire ça vaut le coup ou pas. Donc j'aime pas ça. Sauf quand c'est nécessaire, par contre. Donc des prérequis assez stricts, par exemple, si on fait l'accès à la base de données, on ne peut pas cacher le retour de la base de données. On doit absolument toujours faire une requête à la base de données et récupérer la donnée en fait. Donc ce genre de choses. Ça tourne sur du serveur ou du cloud. Donc sur du serveur, si je me rappelle bien, c'est du 32 ou du 40 CPU, ce genre de choses. Et ce qui est intéressant aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le continuous benchmarking, c'est-à-dire en fait, quand on améliore un framework, tous les jours, en fait, il y a une sorte de CI qui va, tous les 2 jours, qui va tout relancer. Donc ça permet de voir, dans leurs conditions à eux, quand on fait une modification, quel est l'impact de cette modification. Par exemple, si je fais une montée en version de Vertex, je peux voir, même si moi je peux faire mes propres résultats, je peux voir chez eux ce qui se passe. Et ça, c'est assez intéressant quand on le fait, en fait, pour voir les régressions, et en tout cas voir ce que eux, parce qu'en fait, ils vont prendre ces résultats à un moment donné et les publier. Donc c'est intéressant de voir, même si chez vous ça a l'air bon, de vérifier là-bas en fait. Et aujourd'hui en fait, Tech Empower, il y a eu pas mal de contributions. Donc, et la plupart de toutes ces contributions, tous ces frameworks ont été rajoutés par des contributeurs en fait. Alors soit directement par les contributeurs qui font le benchmark, enfin le web framework plutôt. Comme nous par exemple, on s'en occupe pour Vertex. Enfin, à un moment donné, on s'en occupait plus, après on s'en occupait. Mais par exemple, il y en a d'autres, par exemple pour Spring, je crois que Spring c'est fait par des gens, mais c'est pas du tout les gens de Pivotal qui le font. Donc c'est important de savoir ça. Donc si même vous-même, il y a un framework que vous aimez, vous pouvez le contribuer en fait, ou si vous avez fait un framework. Donc Vertex, voilà, qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Donc comme j'ai dit, c'est pas un talk qui parle de Vertex en lui-même. Il y a déjà eu des talks, l'année dernière on a eu un d'ailleurs. Donc Vertex, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble j'appellerais ça un ensemble de composants, de librairies en fait, pour aller directement au but, un ensemble de jars même, que vous pouvez utiliser pour écrire des applications non bloquantes sur la JVM. Donc par non bloquant, en fait, je parle vraiment, on dit réactive, là c'est marqué réactive, mais les gens confondent un peu réactive asynchrone, et quand je dis non bloquant, c'est vraiment en fait, l'idée c'est qu'on n'a pas beaucoup de threads. Et quand on fait un appel, l'application s'arrête et il y a quelque chose qui se passe, par exemple un appel réseau qui est fait, et quand le résultat est là, à ce moment-là, l'application est rappelée avec la continuation, c'est-à-dire avec le bloc de primitif de base, c'est avec le callback. Voilà. Après, si vous n'aimez pas les callbacks, on a des choses pour faire du RxJava. Dans Vertex 4, on va avoir une notion de futur pour faire des compositions, tout ça. Mais qu'on fasse du RxJava ou n'importe quoi, la base, c'est quand même le callback et la notion de continuation, où on va en fait continuer un flow d'exécution, mais pas d'un seul coup, en bloquant, mais par morceaux en fait. Et donc nous, Vertex, on fournit une librairie pour faire ça. Et donc là, j'insiste sur le point librairie, c'est en fait c'est très facile à utiliser. Vous le mettez dans votre Maven dépendance, et vous commencez à l'utiliser. En 3 lignes, vous avez fait un serveur HTTP. Et aussi, je pense que la chose qui est importante, c'est qu'en fait, Vertex n'utilise pas d'annotation, ce genre de choses. Vous l'utilisez vraiment comme librairie. Donc si vous voulez créer un serveur HTTP, vous le créez, vous le configurez, vous pouvez en créer 10 si vous voulez. Dans vos tests aussi, vous pouvez le faire.
Et donc, on fournit, au-delà de fournir un serveur HTTP, on fournit tout un écosystème. Parce qu'effectivement, quand on fait du réactif, maintenant je vais le dire, il nous faut effectivement tout un ensemble de briques logicielles qui soient compatibles avec ça, qui respectent le modèle de threading et ce genre de choses en fait. Donc on fournit des clients pour des bases de données relationnelles, pour Mongo, pour Cassandra, on fournit des métriques, ce genre de choses. Et donc après, vous pouvez tout aller voir sur le site web. Le projet est assez populaire, il a été démarré en 2011. Récemment, on a passé le seuil des 10 000 étoiles sur GitHub, ce qui est plutôt cool, en fait. En dessous, c'est Netty, comme aujourd'hui la plupart des frameworks modernes, en fait. Et ce que j'aime souvent à dire, c'est que Netty, c'est le nouveau servlet container. Et le site web, et puis si vous faites un petit tweet aujourd'hui, vous pouvez utiliser ce... Ah, marche plus. Le micro ne marche plus, je le balance. Hop, failover sur le micro numéro 2. Je sais pas, peut-être qu'il n'y a plus de piles. Après, il n'y en a plus. Hein. Ah oui, c'est vrai. Et puis ceux-là, ils sont filaires, donc ça marche, forcément. Voilà, petit encart, en fait. Julien Ponge, qui est venu ici l'année dernière, écrit ce livre, Vertex in Action, qui sera publié dans quelques mois. Et vous pouvez aujourd'hui l'acheter en MEAP. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin, on a énormément de très bonnes documentations et d'exemples sur Vertex sur le site web. Mais ça, c'est pour ceux qui veulent un livre. Et il y a beaucoup de gens qui aiment aussi avoir accès à un livre. Ouh là là. Bon, désolé. Je crois qu'il n'y a plus de piles là non plus, en fait. Non, mais c'est parce que RD, il clignote. Vous voyez. Et ça fait 4 conférences que je fais qui clignotent. Je me dis, bon, bah... Ou il y a quelqu'un qui s'amuse. Quelqu'un qui peut avoir la même télécommande et qui me ferait un petit coup pour rigoler. Donc voilà, donc allons-y. Donc je vais raconter mon histoire et l'histoire de Vertex dans Tech Empower au cours des quelques dernières années. Donc ça, je ne l'ai pas dit, mais aujourd'hui, Tech Empower fait des rounds régulièrement. Aujourd'hui, c'est à peu près 1 ou 2 par an. Il y en avait plus avant. Et à chaque round, en fait, aujourd'hui, avec la CI, ils font une cut de ce qu'il y a. Et il le publie en fait sur le site web. Donc si vous allez sur le site techempower/benchmark, vous retrouvez les derniers rounds et vous pouvez voir aussi tous les précédents en fait. Et vous avez un panel pour tout filtrer, donc vous pouvez dire par langage, pour tel test, ce genre de choses en fait. Donc ça c'était au round 8 et on voyait que Vertex était, en fait même dans le premier en fait Vertex c'était le plus rapide en fait. Et au round 8 donc c'était en 2013. Donc en 2013 ils en ont fait 8, ce qui était beaucoup en fait à l'époque. Vertex c'est le premier, le deuxième c'est Netty. Puis après, on voit d'autres trucs, on voit du JT Servlet, du Spark, Java. Donc ça, c'est du Java. Tout ce qui est vert, c'est du Java. Du Node.js un peu par-dessous qui se prend une tôle. Et par contre, donc ça, c'était en 2017. Donc moi, je n'avais pas encore commencé à contribuer. J'avais commencé à contribuer à Vertex en 2014, je crois. Et en 2017, en fait, Vertex avait des moins bons résultats, en fait. Donc là, c'était 15e. Bon, après, le numéro, on s'en fout un peu. Ce qui est important, c'est de voir à combien on est de pourcents du premier, en fait. Donc là, en gros, ça voudrait dire que Vertex était un quart des performances de LibreActor, qui est, je ne sais pas en quoi. Je crois que c'est du Rust. Il faut que je pointe vers lui. Oui, en fait, récemment, c'est Rust qui est vraiment dans le top du... Bon, je vais prendre le truc parce que ça a l'air de très bien marcher. Donc ça, c'était un autre... Donc ça, c'était round 14. Ça, c'était un autre. Donc là, c'était Vertex avec MongoDB. Donc, voilà, donc là, on était à 20%. Donc, c'est pas super bon. Et on est PHP est plus rapide. Hein. Référence. Et puis Vertex avec c'était quoi là? Oui, Postgre en fait. Alors là, c'était ça n'a même pas marché là en fait. Bon. Et donc nous, le souci que ça nous a fait en fait, c'est que ces résultats. La question, c'est qu'est-ce qui s'est passé en fait à ce moment-là? Pourquoi est-ce que Vertex est descendu? Et donc les gens se sont commencés à poser des questions sur notre liste. Donc ça, c'est des extraits pris de notre liste en fait, et ils disent voilà, moi j'ai vu les derniers résultats. Pour ceux qui ne parlent pas anglais. Et donc Vertex a l'air de plus être au top en fait. Voilà un autre. Les stats sont pas très bonnes. Est-ce que Vertex est pas bon pour les bases de données ou est-ce qu'il y a un problème avec le benchmark? Donc le mec il est sympa, il dit pas c'est nul, il essaie de savoir s'il y a un problème avec le benchmark.
Et donc voilà. Donc voilà. Voilà, few disclaimers. Donc aujourd'hui, on va parler de benchmarking. Donc la première chose à savoir, c'est qu'un benchmark, c'est pas une simulation. Donc si vous êtes habitué à faire des choses, par exemple, simuler des utilisateurs virtuels avec une rampe qui vont, par exemple avec Gatling, vous pouvez faire ça, très bien, qui vont voilà, ouvrir une session, mettre un truc dans le panier virtuel, mettre un autre, attendre un peu, et à la fin faire un check-out. Et puis si vous voulez voir sur ce scénario-là combien vous faites, ça c'est une simulation. Et là, benchmarking, c'est vraiment c'est brut et c'est méchant en fait. C'est-à-dire ça va envoyer de la charge. C'est en gros, vous prenez une bagnole et puis vous regardez jusqu'où vous pouvez conduire en fait et comment la bagnole se comporte. Donc c'est pas une simulation. Donc prenez pas ça pour une simulation. Donc ça c'est la première chose à avoir à l'esprit. Donc avoir l'esprit critique. Voilà. Il faut toujours l'avoir bien sûr. Si vous faites des tests de performance measure don't guess, c'est-à-dire en fait mettez en place un process reproductible où vous pouvez lancer les benchmarks et mesurer les performances. Et si vous êtes dans un processus d'amélioration, de répéter ça pour voir voilà, dès que vous faites un change, vous changez quelque chose, vous remesurez. Vous ne dites pas tiens, je fais ça, ça, et puis ça va mieux marcher. De manière spéculative, ça devrait mieux marcher. Des fois, on a des résultats qu'on n'attend pas, bien sûr. Définir une baseline, c'est important aussi, c'est-à-dire en fait définir à quoi vous vous comparez, voilà, tout simplement. Parce que si vous ne le faites pas, c'est un gros problème. Et bien sûr, définir aussi une cible, c'est-à-dire en fait, à un moment donné, on ne pourra plus améliorer. Et peut-être que vous ne voulez pas améliorer jusqu'au point où vous améliorez tout et vous améliorez les performances. Et peut-être que juste avoir ça suffira. Nous, par exemple, dans notre cas, dans Tech Empower, pour les tests HTTP benchmark les plus basiques et celui qu'on va voir en premier, en fait, je n'ai pas dit les plus violents, je vais dire, mais parce que c'est pas de la violence non plus, mais bon. Celui-là, par exemple, vu que Vertex est basé sur Netty, notre baseline, c'est on n'essaye pas d'être plus rapide que Netty. Hein. Ça vous semble logique. On ne va pas essayer d'aller plus haut. Si on arrive à 5% de moins que Netty, on se dit, bon, ça va. Il y a quand même du code au-dessus de Netty, c'est normal que ce soit un peu plus lent. En termes d'outils, ce que j'ai utilisé, moi, pour cette présentation, et ce que j'ai utilisé aussi en vrai, puisque c'est ce que j'ai utilisé pour travailler ça en fait. Là en fait je raconte un peu 1 année et demie ou 2 ans de ma vie en fait aussi en même temps. C'est-à-dire c'est ce que j'ai fait en vrai pour qu'on progresse dans les benchmarks et qu'on arrive à quelque chose de plus satisfaisant que la régression qu'on avait eue. Donc les outils, on va utiliser Async Profiler et Perf dtrace qui sont des profilers de JVM. En gros c'est assez simple, hein, ça prend une capture de l'état de toutes vos stack traces de la JVM. Et puis ça, périodiquement, et grâce à ça, en fait, en collectant ces informations, on arrive à savoir, effectivement, en regardant plein de photos, si on voit quand on prend toutes ces photos, tous ces snapshots, on est toujours dans le même truc, ça veut dire qu'on y passe beaucoup de temps, en fait. Donc il n'y a rien de magique. Hein. Donc c'est des profilers basés sur les statistiques. Et donc là, on utilise Async Profiler ou Perf dtrace, qui sont des outils fiables. Alors, je ne dis pas que les autres ne sont pas fiables, il en existe pas mal pour Java, et c'est bien. Moi, je ne suis pas spécialiste de ça, mais si vous regardez les talks, par exemple, sur Async Profiler ou sur d'autres, d'autres outils vont avoir tendance à donner des résultats qui sont moins bons, en fait, voire ont carrément tendance à mentir, par exemple. Aujourd'hui, je ne sais plus si c'est le cas, mais par exemple, Visual VM, c'est typiquement le genre d'outil que vous ne voulez pas utiliser pour ça, même si dedans, il y a un petit profiler, que c'est toujours là, que c'est super pratique. Les flame graphs, on va utiliser. Donc, les flame graphs, c'est un outil de visualisation qui est très pratique. Moi que j'aime beaucoup en fait. On a beaucoup de données, à un moment donné il faut arriver à faire du sens de toutes ces données et les flame graphs nous permettent de faire facilement du sens de toutes les données qu'on rencontre en fait et de voir facilement ce qu'on veut voir. Et un autre outil qu'on a utilisé qui analyse les logs de la JVM qui s'appelle JITwatch. Lui c'est un petit outil écrit en Java qui en fait va vous dire en fait au niveau de la JVM et surtout au niveau du JIT dont on va parler après succinctement, ce qui est inliné, ce qui n'est pas inliné, et si c'est pas inliné, pour quelle raison ça l'a pas été en fait. Donc ça utilise les logs du JIT, ça les analyse et ça vous donne une représentation de ce qui se passe dans la JVM, et c'est très intéressant, et c'est très puissant comme outil. Donc commençons par le benchmark plaintext. Voilà, donc ce benchmark, qu'est-ce que c'est ? C'est un simple hello world en fait.
qui fait du HTTP pipelining, et là c'est important. Et ça va faire entre 256 et 16 000 connexions au serveur. Et pour le résultat, on va prendre le meilleur de tout cela, en fait. C'est-à-dire celui qui va donner le meilleur nombre de requêtes par seconde qui sera fait, en fait. Et ce résultat va être gardé, c'est ce qui va être utilisé après dans la comparaison. Donc là, il y a deux choses importantes à avoir à l'esprit. La première, c'est que c'est un Hello World. Donc ça veut dire que c'est un test qui ne fait appel à aucun back-end. Donc ça renvoie juste Hello World. Donc ça va mesurer simplement et purement la performance du serveur HTTP que vous avez. Et rien d'autre. Pas votre application, parce que l'application, elle fait quasiment rien. Donc il y a ça. Donc, et là, ce qui est important, c'est de dire, par exemple, effectivement, que Vertex, c'est quelque chose qui est asynchrone, qui est fait pour accéder à des... et scaler sur des back-ends, sur des appels réseau. Là, en fait, qu'on prenne un servlet container bloquant, enfin qu'on prenne du bloquant ou du non bloquant, ça fait aucune différence. Voire même, je dirais, les trucs bloquants sont plus avantagés que les trucs non bloquants dans ce genre de scénario. Et l'autre point important, c'est l'HTTP pipelining. Et on va voir ça, en fait. C'est effectivement, si on ne fait pas enfin, je ne sais pas ce que c'est le pipelining en HTTP, mais en fait, si vous ne faites pas de pipelining, normalement, quand votre navigateur fait une requête web à un serveur HTTP, il obtient une connexion, il se connecte, et après, il envoie une requête, et il attend la réponse pour réutiliser la connexion pour faire une nouvelle requête. Donc, en général, ils ouvrent 6 connexions, et puis ils utilisent ces 6 connexions le mieux possible en faisant ça, en fait. Et l'HTTP pipelining, c'est une manière un peu d'abuser ça, et d'utiliser mieux ces connexions pour envoyer plus de requêtes par seconde. Donc l'idée, c'est d'envoyer, là, dans Tech Empower, d'envoyer 16 requêtes en même temps. Donc les 16 requêtes partent. Et en fait, si on regarde ce qui se passe au niveau du réseau, ces 16 requêtes sont agrégées dans des paquets TCP ensemble. Et le serveur reçoit ces 16 requêtes, il va toutes les exécuter et les renvoyer les données au fur et à mesure qu'il traite les requêtes, en fait. Donc ça permet de mettre beaucoup plus de solliciter beaucoup plus le CPU du serveur, en fait, puisqu'il va traiter en gros 16 fois plus de requêtes par seconde. Enfin, il peut potentiellement, après s'il traîne, il n'y arrive pas, mais on va lui envoyer beaucoup plus, en fait. Donc c'est un petit hack, en fait, pour ça. Donc voilà, c'est comment le test est fait, en fait. Alors, il y a beaucoup de débats par rapport à ça, parce que en fait, dans la vraie vie, personne n'utilise le pipelining HTTP, en fait, puisque ça, c'est pas une bonne chose. Et puis sur l'internet, avec les proxys, tout ça, on s'était aperçu que quand les gens essayaient de faire du pipelining, que quand on recevait quand quelqu'un devait recevoir une image de chat, en fait, il recevait une image de canard, parce que voilà, si les trucs sont pas dans le bon ordre, tout ça, ça crée des problèmes. Donc la première chose dont là j'ai parlé de pipelining, et c'est lié à ça, en fait, une des choses importantes, en fait, là, c'est quand on fait des écritures réseau, c'est de flusher de la manière la plus efficace. Flusher, ça veut dire, en fait, c'est-à-dire passer du temps dans le système pour dire ces données-là, je veux qu'elles aillent, il faut les envoyer, en fait, dans la pile réseau. Quand je dis le plus efficace, c'est-à-dire que si on le fait trop souvent, on fait beaucoup d'appels réseau et ça va coûter énormément. Et si on ne le fait pas assez souvent, et ben dans ce cas-là, on va avoir tendance à avoir des données qui s'accumulent. Et du coup, on va être plus efficace parce qu'on va envoyer plus d'un coup. Mais si on a trop longtemps, on va peut-être pas être efficace. Donc c'est toujours le trade-off entre est-ce que j'envoie souvent, est-ce que j'envoie pas souvent. Donc là, on va passer au... Je vais vous montrer un peu la différence que ça fait et ce que nous, on a fait dans Vertex pour améliorer ses performances. Donc ça, là, je parle d'une amélioration qui existait, enfin, d'un petit tricks qui existait déjà, et pas un tricks qu'on a fait nous, en fait, enfin que j'ai fait moi. Ça, c'était déjà en place au moment de Tech Empower. Donc ça, c'est un flame graph. Donc je vous en ai parlé un peu. Donc qui connaît ici les flame graphs? Non, peu de monde. Bon, petite intro au flame graph. Donc les flame graphs, ce qui est important, alors je vais essayer de faire rapidement, hein, des succincts. En fait, qu'est-ce que ça représente? Il y a 2 axes. Il y a un axe vertical qui, lui, représente en gros des stack traces Java. Donc en gros, c'est votre application. Et ça, c'est les photos que le profiler a pris de votre application, en fait, en récupérant des stack traces. Et il y a un axe ici, en fait, mais alors, beaucoup de gens se méprennent et pensent qu'ici, ça c'est un axe des temps, et c'est pas un axe des temps. Donc il ne faut pas du tout avoir une notion de temps et que quelque chose se déroule sur cet axe. Par contre, ce qui est important, c'est on voit qu'il y a des flammes qui partent. Et ce qui est important, c'est l'importance, c'est la largeur que prennent les flammes relativement par rapport à ça.
Donc par exemple, si on regarde ce qui se passe ici, si vous voyez, là, c'est marqué Java Lang Thread Run. Donc ça, c'est la base, c'est le thread qui est en train de se dérouler. Et effectivement, le thread, lui, c'est la méthode run. Et dans la méthode run, il appelle d'autres méthodes. Voilà. Donc forcément, run, comme il passe son temps qu'à faire ça, ça prend toute la largeur. Hein, ça, c'est logique. Et plus on monte, et plus ça se segmente, en fait. Effectivement, parce que quand vous êtes dans une méthode va appeler plusieurs autres méthodes. Et en fait, la représentation du flame graph, ça va être quand on appelle 3 autres méthodes. Si la première méthode, c'est la moitié du flame graph, la deuxième méthode, c'est un quart, et la troisième méthode, c'est un quart, ça voudra dire simplement que la première méthode a passé la moitié du temps CPU dans cette méthode-là, et un quart du temps CPU dans chacune. Donc c'est ça ce que représente le flame graph. C'est clair pour tout le monde ? Voilà. Donc les flame graphs, ce qui est génial, c'est que ça nous permet de voir où on passe du temps, effectivement. Et là, intuitivement, on voit déjà qu'on passe beaucoup de temps, par exemple, dans cette partie-là. Et là, ce qui est intéressant, c'est de regarder en fait Alors, je vous ai parlé de pipelining et du temps qu'on passe à écrire du flush. Et le flush, ici, il est symbolisé par le write. Et donc ça, c'est un flame graph du HTTP, en fait, d'une requête HTTP sans pipelining. Donc on voit que le write, il prend, là si je vais dessus, il me le dit, il prend, en gros, je passe, à la finalité, je passe 23% du temps est passé dans la couche write. Alors pourquoi c'est rouge ? Parce que ça, en fait, ça veut dire, tout ça c'est du Java, on reconnaît du Java, pour ceux qui sont familiers avec Netty ou Vertex, ils reconnaissent. Et ça c'est une couche, voilà, ça c'est quand on fait un appel système en fait. Donc là on voit ça, et maintenant si je prends le même flame graph sans aucune optimisation, avec du pipelining, où là on va envoyer beaucoup plus de données, notre serveur, lui, en fait, il va recevoir en fait 16 fois plus de requêtes HTTP les unes à la suite des autres. Et là, on voit que dans ce cas-là, le write, il est beaucoup plus gros, en fait. Là, on passe à peu près... Alors là, il y en a un 46%, là, il y en a un autre, un résiduel à 2%. En gros, là, on passe 50% du temps à écrire dans le réseau, en fait. Enfin, pas à écrire, à faire des appels système. Parce qu'après, je ne sais pas ce qui se passe, on n'a pas le reste... La flame graph. À noter que si vous êtes sous Linux et que parce que ça c'est des flame graphs avec SimProfiler, si vous êtes sous Linux, vous pouvez avoir des flame graphs qui vont jusque dans les couches avec perf en fait, et sous Mac avec dtrace, vous pouvez avoir des flame graphs qui vont au-delà de ça en fait, qui se continuent, c'est-à-dire qui vont dans les couches système. Donc on voit les couches C, tout ça. Donc c'est très très intéressant si vous connaissez en système, vous apprenez beaucoup de choses. Donc là on voit qu'on passe 50% dedans et par contre, ça c'est les reads. Voilà, la lecture, on passe que 5% dans la lecture en fait. Et effectivement, là, ce qui se passe, c'est que comme on a 16 requêtes qui arrivent d'un coup, on fait une seule lecture. En gros, on arrive à tout lire une requête, puisque les requêtes sont très petites. Par contre, pour chaque paquet de 16 requêtes qu'on reçoit, on fait 16 écritures. Et donc, nous, ce qu'on a fait dans Vertex, c'est qu'on a un petit trick. C'est quand on reçoit une requête, et qu'on est encore en train de lire des données et qu'on doit envoyer la réponse, on n'envoie pas la réponse à ce moment-là, on attend. Puisqu'on sait qu'on est encore en train de lire des données, donc potentiellement on peut encore écrire sur le réseau. Et donc ça c'est avec la version corrigée, donc ça c'est avec la version qui était déjà à l'époque en fait. Là on voit effectivement qu'avec ça on repasse un temps raisonnable, on repasse que 16% dans les écritures en fait. Donc là grâce au flame graph on peut facilement arriver à voir ce qui se passe. Voilà, donc ça c'est le pipelining. Donc voilà, là gardez vos... Alors là on va parler d'autre chose, on va parler du JIT. Et quelqu'un sait ce que c'est que le JIT dans la JVM ? Pas mal de gens ont l'air d'être au courant, donc c'est cool. Donc le JIT, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui prend le bytecode et va le transformer en code assembleur en fait pour l'exécuter en fait. Et, alors, la JVM ne va pas faire ça sur tout, il va le faire que sur les parties les plus sollicitées de votre application. Et donc après il y a plein d'optimisations qui vont être faites. Par exemple, et une des plus communes c'est l'inlining. L'inlining, c'est-à-dire je prends une méthode et je la mets dans je la greffe dans une autre méthode. Comme ça, il n'y a pas d'appel qui est fait. Alors ça permet d'économiser l'appel, mais ça permet de faire plus parce qu'en fait l'inlining, là où c'est important, c'est que c'est une porte vers d'autres optimisations que peut faire la JVM. C'est-à-dire si la JVM ne peut pas inliner, il y a d'autres optimisations qui ne pourront pas être faites, comme par exemple utiliser, par exemple pour un getter, la JVM ne se dit pas, enfin autant que je me rappelle, elle ne se dit pas je vais lire directement le champ. Elle dit d'abord je peux inliner la méthode
et c'est une lecture de champ. Donc dans ce cas-là, je peux regarder directement le champ en fait. L'inlining conduit à ça. Et donc dans notre cas, en fait, ça c'était par contre une petite régression. J'avais trouvé, là c'était le moment où on commençait à s'intéresser à Tech Empower. Et donc il y avait une petite régression, et j'avais regardé un peu dans les commits, j'avais fait une sorte de guide bisect, et j'ai essayé de trouver le commit qui faisait la petite régression sur le pipeline, sur le plain text en fait. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que ce commit en fait qui rajoute ça faisait cette régression. Et si vous regardez un peu ce commit en fait, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il traite un cas d'erreur. C'est-à-dire en fait, il touche jamais au cas principal. D'ailleurs, si on regarde, on voit qu'il y a un if. Voilà. Et donc ça revient de Netty. Et Netty, de temps en temps, peut envoyer un résultat. Et si ce résultat, en fait, c'est une requête qui arrive, et là, une exception too long frame exception, à ce moment-là, en fait, il faut la traiter. Mais ce qui se passe, c'est que selon la version d'HTTP, c'est pas la même manière de le faire, en fait, je crois. Ah non, ou si c'est une HTTP request, voilà. Si c'est une HTTP request qui arrive, on récupère la version du protocole. Sinon, on fait un petit truc, enfin, je ne sais plus pourquoi, il faut regarder le commit log, on s'en fout. Et donc ça va fait une régression, en fait. Et la question, c'est pourquoi est-ce que ça fait une régression? Et la réponse, en fait, on va la voir avec l'outil. Donc là, en fait, j'ai un autre flame graph. Alors là, c'est un flame graph qui est un peu différent. C'est toujours avec Async Profiler que je l'ai fait. Et là, ce qui est intéressant dans ce flame graph, en fait, c'est qu'on peut voir, on voit en bleu, tout ce qui est en bleu, c'est tout ce qui a pu être inliné, et tout ce qui est en vert, c'est ce qui n'est pas inliné, en fait. Et forcément, vous, quand vous regardez vos performances, vous voulez avoir le plus d'inlining possible. Parce que c'est un peu la clé de la performance sur le CPU, en fait. Et donc, nous, on a regardé ici, à ce niveau-là. Non, c'est à ce niveau-là, voilà. Donc, on a regardé ici. Là, on a une méthode qui s'appelle doMessageReceived. Donc ça, c'est une méthode dans Vertex. Après, elle appelle handleMessage. Et après, on voit de suite que ça n'a pas été inliné, en fait. Et après, si on regarde ce que ça fait, ça, en fait, c'est le code. Dans ce que je vous ai montré avant, c'est le code qui est appelé. C'est la méthode où on a rajouté le morceau de code qui faisait 3% de pénalité, en fait. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que rajouter ce petit morceau de code a créé en fait cet inlining, enfin ce manque d'inlining en fait. Donc là, ça c'est un appel virtuel en fait. Donc là, on a Java la JVM qui a dit ça va aller dedans. Le code c'est cool. Et avant, ce code-là, il était dedans aussi. Et là, il n'y est plus en fait. Et donc c'est ça qui a causé une régression. Et la question, c'est pourquoi en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que rajouter du code, ça a changé l'inlining en fait? Bon, ça marche définitivement plus. Si, ça marche. Donc voilà, donc ça c'est le code en fait de la méthode. Et si on regarde la méthode globalement, on voit qu'elle est énorme. Il y avait énormément de code. Alors je ne sais pas pourquoi c'était comme ça. Moi, je crois que quand je l'ai chopé, c'était déjà comme ça. Donc moi, j'ai rajouté mon code dedans. J'ai rien fait. Et donc en fait, si on prend l'outil maintenant, si on prend l'outil, alors là, je vais prendre l'autre parce que je vais avoir besoin des deux mains. Allô? Oui, ça marche. Là, si on prend l'outil JITwatch, là, je vais le lancer depuis ma vanne. Donc là, pour lancer JITwatch, de quoi ai-je besoin? J'ai besoin du source code. Il a besoin du source code. Et aussi, j'ai besoin d'un fichier log qui est là. Donc là, j'ai un fichier log pour Vertex 3.4.2 pour différentes versions, en fait. Et si on regarde le fichier log, ça, c'est écrit par la JVM, en fait. Et c'est tout. En fait, c'est le moteur JIT de la JVM qui va écrire ce fichier log, en fait. Donc il dit qu'il charge des classes, donc ça c'est du code assembleur. Donc si vous le configurez correctement, il peut vous cracher le code assembleur et après vous pouvez le voir. Enfin c'est plus que la configuration, il faut builder un plugin pour le faire, qui s'appelle HS10. Donc là voilà, là il s'est lancé, attendez, il est où? Il est là. Donc c'est une application JavaFX je crois. Donc là on fait OpenLog, alors là je le fais rapidement, j'ai déjà tout préconfiguré. Et on va le lancer, on fait Start. Donc là, il fait une petite analyse. Je vais le mettre en plein écran. Voilà. Il ramène toujours des erreurs, mais ce n'est pas très grave. Tant qu'il n'y a pas 3000 erreurs, c'est normal. C'est des erreurs, il y a des choses qu'il ne trouve pas. J'ai mis l'erreur log, mais on s'en fout un peu. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut
Alors, je vais essayer de zoomer avec... voilà. Donc, on peut voir tous nos packages Java, en fait. Donc là, grâce à ça, vous pouvez voir, en fait, vous pouvez inspecter ce qui se passe dans la JVM, enfin, dans le JIT plutôt, et savoir ce qui a été inliné, ce qui n'a pas été inliné, et pour quelles raisons ça n'a pas été inliné. Donc là, ça ne m'intéresse pas. Il y a aussi un ensemble de suggestions. Et là, ce qui est intéressant, c'est que justement, on va regarder la première suggestion. Alors, il y a énormément de suggestions. Voilà. Et si on fait io.vertex, voilà, on voit le code en fait, dont je parlais. En fait. Voilà. Là, il dit j'ai pas pu... Voilà, il y a un score. Pour lui, c'est important. Et c'est un type, c'est de l'inlining. Et en fait, effectivement, on voit que le fameux doMessageReceived, qui est la grande méthode que je vous ai montré avant, n'a pas été inliné. Et si on regarde la raison, en fait, c'est assez simple, c'est écrit en fait. Voilà, il dit member was not inlined for reason not inlined for reason hot method too big. En fait, il me dit simplement et clairement que la méthode que j'ai, elle est tellement grosse qu'elle n'a pas été inlinée. Et en fait, c'est logique parce que quand on inline des choses, il y a des limites. On ne va pas tout inliner à l'infini parce que sinon, je ne pense pas que ce soit techniquement possible. Mais en fait, à un moment donné, il s'arrête, le JIT s'arrête. Quand la méthode est trop grosse ou quand il y a trop d'inlining en profondeur qui est fait, il s'arrête. À un moment donné, il s'arrête. Et donc là, grâce à ça, on a pu le voir. En fait. On peut le voir d'une autre manière. En fait. Alors, ça, c'est des suggestions qu'il nous fait. Et sinon, si on regarde, par exemple, là, il faut connaître le package. Si je regarde vers TextHandler, c'est peut-être ici. Après, il faut connaître, là. Je ne me rappelle jamais tout. Je crois que c'est dans contexte imp, si on regarde là. Voilà. Et là, je suis sur une méthode de mon code. On voit le source code à gauche. On voit le bytecode au milieu. Et on voit voilà, pour ceux qui connaissent l'assembleur x86, c'est de l'assembleur. Ils peuvent voir en quoi leur code a été vraiment transformé par la JVM, en fait. Qu'est-ce qui est vraiment exécuté par le CPU. Ça, c'est super intéressant. Voilà. Et si on regarde la chaîne ici, en fait... On voit ici, effectivement, grâce à ça, grâce à ces schémas, on peut voir en fait ce qui a été inliné ou pas. En fait. Donc ça, par exemple, c'est une méthode qui a été appelée, ça a été inliné. Et puis le task.run, par exemple, c'est un appel virtuel parce qu'il n'a pas pu le faire. Et donc si on regardait l'équivalent pour la méthode que j'ai vue, on verrait que le code n'est pas inliné. Donc, revenons-en à nos moutons. Ah, ça c'est le keynote de template que tout le monde a utilisé. Je vous ai vu. Donc, revenons à nos moutons. Donc là, effectivement, l'astuce a été relativement très simple. Hein, la solution, c'est voilà. Donc ça, en fait, ça c'est le code de gestion d'erreur. Ça, c'est le code de gestion de requête. Et ça, c'est quand on traite des chunks du body de la requête HTTP, en fait. Donc, ce qu'on a fait, c'est ce code-là, on l'a mis dans handle_error. Ce code-là, on a mis dans handle_content. Et puis celui-là, en fait, donc là, grâce à ça, on réduit la taille de notre méthode. Et ce qui va se passer au runtime, c'est qu'en fait, ça ne va pas être inliné par la JVM puisqu'on ne l'appelle pas souvent. Donc il ne va pas dire cette méthode-là, elle est assez importante pour que ce soit inliné. Et qu'est-ce qu'on a fait avec le dernier? Eh bien, on l'a laissé. On l'a laissé parce qu'en fait, on aurait pu le mettre dans une méthode. Et vraisemblablement que la JVM, le JIT, l'aurait inliné aussi. Mais si on le met dans une méthode, on rajoute en fait non, on veut que ce soit inliné de toute façon. Mais si on fait une méthode, on rajoute une étape de profondeur en fait dans la stack trace. Et à ce moment-là, on va défavoriser l'inlining de quelque chose au-dessus. Donc, on essaye de grappiller un peu. Enfin, la logique qu'on a en fait, si vous dans le HTTP benchmarking, celui-là, si on essaie de grappiller chaque truc qu'on peut grappiller pour gagner des perfs en fait. Donc là, on a inliné à la main. Alors le dernier, ça c'est aussi toujours sur l'HTTP pipelining. Après, on va passer à la partie réseau, enfin la partie database. Donc là, l'idée c'est d'essayer d'allouer moins d'objets en fait. Effectivement, le GC marche très bien, le GC peut être tuné, c'est super, mais toute allocation non nécessaire qu'on évite dans ces cas-là, c'est du futur travail qu'on évite en fait au CPU. Donc là, je ne vais pas passer sur le flame graph, mais en fait, on avait ce code-là dans Vertex. Voilà.
Donc ça, c'est un code, c'est appelé quand on reçoit une requête HTTP de Parneti. Et donc on appelait ça, donc ça c'est important parce que c'est ce qui permet, c'est une partie importante de Vertex, c'est execute from IO, ça permet en fait de faire des choses, donc je ne vais pas détailler ici. Et dedans on faisait con start read et handle message, et on appelait cette méthode handle message en fait. Et ce qui s'est passé, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'en fait, même si ça a l'air innocent, en fait cette lambda là, chaque fois qu'on appelle la méthode, cette lambda-là, elle va instancier un objet en fait. Alors même si on n'a pas l'impression de faire un new explicitement nous-mêmes, chaque fois que j'appelle cette méthode, c'est comme si je faisais un new en fait. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit quand on regarde les flame graph correspondants. Et la raison en fait, c'est que cette lambda, en fait, elle capture le contexte qui est autour. Vous voyez, dans cette lambda, on fait référence à ce message-là en fait ici. Donc effectivement, pour pouvoir faire référence à ce message-là, si on veut que ça marche au niveau de la JVM, on se rend compte, en réfléchissant un peu, qu'on doit forcément instancier un nouvel objet, puisqu'on a un état différent à chaque requête. C'est assez simple. Donc là, la solution qu'on a eue, pour un petit hack qu'on a fait, c'est qu'on a fait une nouvelle version d'Execute from IO, où là, en fait, on lui passe le message qu'on veut passer, et on lui donne un consumer, au lieu de soit un runnable, comme là, on lui donne un consumer. Et donc, on va lui passer le message ici, et on va voir ça directement, en fait. Voilà, on lui passe directement le message. Et ici, j'ai le même message qui arrive, donc c'est le même objet que ça. C'est ce que fait la nouvelle version d'Execute from IO. Mais là, par contre, comme cette lambda, elle ne référence aucun autre objet, en fait, il n'y a qu'une seule instance qui est créée. Donc, ça nous sauve ces instantiations cachées, en fait. Donc voilà, donc pour résumer cette partie-là, on a fait plein d'autres améliorations, j'ai pris que les 3 qui me semblaient les plus intéressantes. Donc là, on s'est concentré sur le flush, optimisé pour le JIT, et garder le GC frais. Et donc grâce à ça, en fait, en termes de performance, au round 15, on a réussi à revenir avoir de bonnes performances, en fait. Donc là, on est revenu 11e, un peu au-dessus de Netty. Donc, alors là, on n'avait pas dit Vertex c'est plus rapide que Netty. En fait, je pense que c'est plus du bruit dans leur. C'est plus du random dans les tests, en fait, mais c'est très proche, en fait. Aujourd'hui, je crois qu'on est un peu en dessous. Et ce qui était donc, en fait, voilà. Donc, Netty, c'est devenu notre nouvelle baseline, et on n'essaie pas d'être plus rapide. Et donc, on est très proche de Netty, en fait. Ça veut dire que le code qu'on a rajouté entre l'application et Netty est très efficace en fait, puisqu'on arrive dans ce cas-là, on ne le mesure quasiment même pas. C'est pas perceptible. Voilà, donc passons au benchmark de base de données. Donc là, il y a 4 benchmarks qui sont nommés DB, Queries, Fortunes et Updates. Et il y a plusieurs bases de données et vous choisissez celle que vous voulez. Donc MySQL, Postgre ou Mongo. Il n'y a que 256 connexions simultanées qui sont faites. Peut-être aujourd'hui, je crois que c'est monté à 512. Mais ce qui est important de comprendre là, c'est que je vous ai dit que Vertex pouvait gérer beaucoup de concurrence. Et pour nous, 256 connexions simultanées, c'est très peu en fait. Enfin, en fait, si on prend du monde bloquant et du monde non bloquant, en vrai, 256 connexions, si vous n'avez que 256 connexions, les servlets et faire du JDBC bloquant, ça va mieux marcher que du non bloquant. Ça va être plus efficace. Ensuite, sur le choix de la base de données, vous choisissez celle que vous voulez, en fait. Si vous voulez submiter pour MySQL, vous le faites. Pour Postgre, vous le faites. En général, tout le monde prend Postgre parce que c'est celle qui donne les meilleurs résultats. Donc ça, c'est le petit truc. Au round 14, voilà, donc JDBC plus Ikari, en Java, c'est ce qui donnait les meilleures performances. Et nous, dans Vertex, on utilisait JDBC avec un pool de threads bloquants, d'un worker pool qu'on appelle worker pool. Et en fait, comme je vous ai dit, à 256 connexions, bloquer, en fait, c'est pas vraiment un problème, c'est même plus performant. Donc nous, comment on a abordé ce problème, on a fait le focus sur Postgre, simplement. Les autres mauvais résultats que je vous ai vus, les résultats un peu apocalyptiques, style ça n'a pas marché, tout ça, en fait, c'était des erreurs bêtes. Par exemple, pour Mongo, c'était dû au fait que quand on faisait nos requêtes avec Mongo, on n'utilisait pas un underscore $ID, et donc c'est pas une clé au niveau Mongo, c'était beaucoup plus lent. Et au niveau Postgre, la grosse erreur qui était faite, celle où les tests n'ont même pas marché,
C'est qu'en fait, sur certains tests, alors c'était sur un des tests, c'est un test qui fait beaucoup d'écriture en base de données, qui en fait 20 séquentiellement. Et si on regardait ce que tous les autres faisaient, comme c'est open source, on peut regarder, la plupart font une transaction avant, une transaction après, donc ce qui permet d'être efficace. Et nous, on ne faisait pas de transaction, ce qui faisait que c'était très très lent, et donc en fait, les tests n'arrivent même pas à se dérouler. Donc qu'est-ce qu'on a décidé à ce moment-là? En fait, nous, effectivement, on étudiait JDBC, on essayait de comprendre pourquoi ça marche pas bien, pourquoi à ce moment-là, on utilisait on avait une autre alternative qui était un driver pour Postgre qui était asynchrone, qui était écrit en Scala, qui s'appelait Mauricio quelque chose, et ça donnait des moins bons résultats que JDBC. Donc on se dit, mais en fait, c'est censé être mieux, ça marche moins bien. Pourquoi en fait pourquoi ça? Donc on s'est dit, tiens, on va écrire le driver un client Postgre le plus simple possible. Donc on va juste envoyer des buffers, faire le minimum. L'idée, c'était vraiment faire le minimum, d'avoir quelque chose de fonctionnel, mais où on fasse le minimum de choses en fait, et de voir ce que ça donne. Donc on a commencé à faire ça. Heureusement, il y a de la documentation sur le protocole de Postgre, tout ça, donc c'est bien documenté. Donc en fait, si vous posez la question de savoir est-ce que c'est dur de faire un client pour une base de données, la réponse c'est non. Alors quand je parle de ça, je parle juste de faire un client qui se connecte et qui fait des requêtes, pas toute la partie. Ce qu'il y a dans les requêtes, ça ne m'intéresse pas moi. Je pense que vous l'avez compris. Donc on a fait ce client qu'on a appelé à un moment donné, qui a évolué forcément, qu'on a appelé le Reactive Postgre Client. Et voilà, le but c'était non bloquant, performant, le plus léger possible. Et les non-go, les non-buts, c'était on ne voulait pas faire un driver ou une abstraction comme JDBC. C'est-à-dire quand vous utilisez le Reactive Postgre Client, quand vous faites votre requête avec Postgre, vous utilisez, si vous faites des prepared queries, vous utilisez $1, $2 et pas point d'interrogation comme dans JDBC. Quand vous utilisez JDBC et que vous faites ça, en fait, le client JDBC pour Postgre va faire un parsing de la requête et va retransformer tous les points d'interrogation en $1, $2, $3 pour vous en fait. Donc on ne voulait pas faire ce genre de choses qu'on ne trouve pas nécessaire. Et ce n'est pas le but du projet. Et donc l'idée qu'on a eue en fait, donc on a fait si je me rappelle plus très bien, mais on a fait ça, puis on voyait qu'on n'avait pas forcément des résultats meilleurs en fait, et voire moins bons. Mais ça, je vous ai déjà expliqué, le bloquant, ça marche mieux en fait, jusqu'à 256 connexions. On aurait fait plus de connexions, ça aurait peut-être été jusqu'à 1024, 2048, peut-être que on aurait vu une inversion de tendance, mais en tout cas à 256, c'était pas assez. Et donc l'idée en fait, c'est que si vous regardez comment est fait un protocole comme Postgre, en fait, Postgre c'est assez simple. Quand vous faites une requête, il envoie une commande à Postgre et il attend le résultat en fait. Par exemple, je fais une query, j'envoie une commande, fais une query, puis il m'envoie le résultat, c'est aussi simple que ça. Après, il y a des choses un peu plus complexes où il y a plusieurs types de commandes qui sont envoyées, mais en gros, c'est ça en fait. Et donc l'idée qu'on a eue, c'est, voilà, puisque le pipelining, ça donne des si bons résultats sur une connexion, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas du pipelining vers Postgre en fait? Et donc c'est ce qu'on a fait. Donc en fait, l'idée c'est, effectivement, dans le cas classique, avec JDBC par exemple, bloquant, vous faites une query dans votre code, ça va envoyer un objet, une command query, et puis ça va attendre que la query soit exécutée. Le résultat va être créé et le résultat va être envoyé en fait sous forme de réponse. Et la partie réseau va attendre la réponse, va la parser, va créer les résultats, tout ça, et puis va le rendre à votre application, hein, tout simplement. Donc là, l'idée, c'était, puisque alors on ne peut pas le faire ça en bloquant, mais en non bloquant, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose en fait? Donc en fait, l'idée, en fait, c'est quand on a deux queries exécutées, on n'attend pas que le résultat de la première query soit arrivé pour envoyer la deuxième. Au niveau de Postgre, ça ne change rien du tout, parce que Postgre, lui, il va juste parser, il va regarder les bytes qui arrivent, il va parser le résultat de la première query, il va l'exécuter, et puis les bytes qui qui sont peut-être déjà arrivés, ceux qui sont pipelinés, il s'en fout, il les laisse là. Il dit, moi, de toute façon, je fais ma query, et ces bytes, j'y touche pas. Il envoie la réponse, et à ce moment-là, comme un serveur HTTP, il va dire, je vais continuer à lire les bytes, et puis lui, il ne sait même pas si ces bytes sont arrivés juste après, ou c'est juste qu'ils arrivent plus rapidement, en fait. Et donc les résultats de pipelining, et donc là, si on compare, le pipelining, en fait, alors le niveau, c'est combien j'envoie de queries en même temps, pipelinées, donc entre 1, 2, 4, 16. Et on compare JDBC et le client. Donc ça, c'est... Alors qu'est-ce que ce benchmark? Ce benchmark, c'est 5000... En fait, on essaie d'exécuter le plus rapidement possible 5000 requêtes à la base de données.
Et on voit, et pour ce qui est important, c'est qu'on a un back-end à 100 microsecondes, ce qui est une latence de back-end qui est très très bonne en général. Hein. C'est même super bon. Enfin, ça dépend après de votre environnement. Dans le cloud, je pense pas je pense qu'on est largement dessus. Et donc là, ce qui se passe, c'est que on voit que quand on a pipelining 1, les résultats sont quasiment identiques, ça prend le même temps. Donc ça, c'est cool. Donc là, c'est une seule requête, je dirais. Enfin, 5000 requêtes faites par le même thread, en fait. Donc, et après, on voit en fait que quand on fait du pipelining, en fait, on arrive à diviser le coût jusqu'à à peu près 3, ce qui est très bon. Hein. On voit qu'après, au-delà de 4, c'est amorti, en fait. On voit que l'effet du pipelining commence à s'estomper. Et donc ça, c'est le même test à 1 milliseconde. Donc là, c'est un temps de latence plus grand, en fait, 10 fois plus grand. Et là, en fait, on voit effectivement que dans le cas 1, c'est 14 secondes. Et puis, quand on monte jusqu'à pipelining 16, on arrive à avoir des temps de réponse qui sont beaucoup plus faibles. Enfin, qui sont meilleurs, en fait. Alors, est-ce que c'est une silver bullet ou pas, le pipelining? Oui et non. Dans le cas du benchmark, ça marche très bien et ça nous donne vraiment un avantage compétitif, et ce qu'on va voir dans le résultat après. Par contre, quelles sont les conditions réunies pour que ça soit intéressant, le pipelining vers la base de données? Les conditions, c'est qu'il faut, plus il y a une grande latence vers la base de données, on l'a vu, plus c'est intéressant. Et il faut que le temps de latence de la base de données domine le temps d'exécution de la requête. C'est-à-dire, si vous avez une requête qui prend 3 secondes, le pipelining n'aura aucun intérêt. Par contre, si vous faites juste une query avec une requête avec un select en cache, qui lui va être un lookup immédiatement, qui va être exécuté de manière très très rapide par Postgre, à ce moment-là, ça marche très bien. Pour des insertions, je pense que ça marche aussi. Alors, je n'ai pas essayé tous les scénarios, je ne les connais pas, mais je vous dis qu'en fait, je vous donne les conditions où ça peut être intéressant, en fait. Donc, pour terminer, qu'est-ce que ça nous a apporté, donc, ce pipelining? Et en fait, ça nous a permis au round 15 que Vertex soit avec Postgre le premier, en fait, le plus rapide, ici. Et puis après, il y a Vertex Web Postgre qui est un peu plus lent, en fait. Et donc, en fait, on a pu être beaucoup plus rapide que tous les autres. Donc ça, c'est très cool. Alors ça, c'était les résultats de la... Oh, qu'est-ce qui se passe-t-il donc? Ah, d'accord, c'est pas moi. Donc ça, c'est le résultat de la CI que j'ai pris quand j'ai mis à jour le talk, donc il y a 6 mois. En fait, ce qui est intéressant, c'est que Java. Donc j'ai filtré avec tout le reste. Et si vous regardez tous les premiers, donc le premier c'est Green Lightning, je ne sais pas ce que c'est. Après c'est Vertex Postgre, Wizard HTTP, Ratpack PG Client, Vertex Web Programme, Micronaut, Scream, Webflux, PG Client. Et donc si on regarde, effectivement, on voit que Ratpack, dedans ils mettent PG Client en fait, c'est parce qu'ils sont passés de JDBC pour pouvoir être compétitifs. En fait, ça c'est toutes les stacks Java, et pour pouvoir être compétitifs, ils ont dû utiliser le PG Client. Donc si vous regardez le Green Lightning, en fait dans le test ils utilisent PG Client. Bon, Vertex Postgre c'est nous. Wizard HTTP, alors eux ils ont fait mieux, eux ils ont pris le PG Client et ils l'ont forké dans leur projet en fait. Ils ont forké le code parce qu'eux ils ont une stack HTTP où ils ont du C custom, donc en fait ils ont dû forker, ils n'ont pas pu l'utiliser. Ratpack PG Client c'est PG Client, Vertex Postgre, et Micronaut ils ont aussi le PG Client, et Spring Webflux PG Client pareil, donc ils ont dû tous l'utiliser en fait. Donc ça, c'est intéressant. Donc ce que ça prouve, en fait, là où je dis c'est intéressant, ce que ça prouve, c'est que ce concept de client asynchrone qu'on a fait, on voit que dans Vertex, ça marche bien, mais il donne des bonnes performances en dehors de Vertex, en fait. C'est ça qui est intéressant. Donc ça valide un peu le modèle où on peut l'utiliser en client standalone dans n'importe quelle application et ça marchera bien. Aujourd'hui, ce client, qu'est-ce que c'est devenu? C'est devenu le Reactive SQL Client. Donc en fait, ce projet a remigré dans Vertex. C'était une sorte de spin-off qu'on avait fait. Et aujourd'hui, maintenant, fait partie de Vertex 3.8. Et aujourd'hui, on supporte MySQL en plus. Et on a le support par SQL Server qui a été contribué, qui va bientôt arriver dans la stack, mais on ne l'a pas encore fait atterrir. Voilà, donc pour conclure. Donc, effectivement, je vais finir cette histoire en fait. Et donc nous, grâce à ça, on a eu des super performances, à un tel point que les gens sur la mailing list Tech Empower se sont posé la question, en fait, les résultats sont trop bons, qu'est-ce qui se passe? Et donc, quand vous êtes le premier, tout le monde va regarder ce que vous faites, hein, puisque c'est open source, on peut regarder les trames réseau, tout ça, on peut tout analyser.
ce qui est génial. Donc en fait, ils sont aperçus de ce qui se passait, donc il explique un peu là, et donc il y a eu un débat en fait qui s'est créé autour de ça, où les protagonistes disaient en fait, est-ce qu'on viole pas les règles qui disent, il y a une règle en fait qui dit que chaque fois qu'on fait un appel base de données, ça doit être un full round trip, un aller-retour complet avec à la base de données en fait. Et est-ce que faire le pipelining, ça ne remet pas enfin, ça ne viole pas entre guillemets cette règle. Donc les gens disaient c'est une violation, mais bon, après ils étaient positifs, hein, ils disaient it's a cool feature, tu vois. Donc là j'étais content. Bon, moi après j'ai dit, forcément j'ai répondu un peu, hein. J'ai dit mais non, mais nous on fait des trucs tout cool, on viole rien du tout. Regarde bien, réfléchis. Et ça c'était la réponse en fait. Ils ont dit en fait en résumé on va plutôt pencher pour interdire le pipelining. Donc ça c'était la réponse officielle des gens qui font Tech Empower. Mais ils ont dit, ils sont restés ouverts. Ils ont dit s'il y a plus d'opinions, on aimerait entendre les avis des autres en fait. Et finalement, moi j'y croyais pas trop. Ils ont décidé de l'autoriser en fait. Et donc aujourd'hui, dans les 8 Tech Empower have decided to allow pipelining between application and database. Et après aujourd'hui, dans les règles, ils ont modifié les règles pour ajouter. Il est possible de pipeliner le trafic entre les deux. D'ailleurs, pour information, Redis fait ça naturellement dans son protocole, donc c'est pas non plus quelque chose incroyable. Donc, qu'est-ce qu'on a appris pour résumer? Voilà, moi ce que j'ai appris, c'est que, et ça m'avait surpris, c'est que le benchmark TFB ne favorise pas initialement les architectures non bloquantes. La JVM est vraiment super pour la performance, ça c'est sûr. Faut toujours faire un trade-off entre usability et performance, c'est-à-dire en fait là l'idée c'est que aujourd'hui il y a des librairies qui sont plus rapides que Vertex dans Tech Empower, mais par contre ce qu'elles ne font pas, c'est qu'elles omettent de faire des choses comme la validation des headers HTTP, ce genre de choses. Donc nous dans Vertex en fait à un moment donné on va sacrifier des features pour avoir de la performance et vice versa. C'est un compromis en fait. Et nous, dans Vertex, notre position, c'est d'avoir les meilleures performances avec les meilleures features, le meilleur compromis. Donc ça, c'est notre valeur. Moi, quelque chose que j'ai appris aujourd'hui, c'est alors j'ai parlé d'HTTP1, de pipelining pour améliorer la performance. Il existe HTTP2 que vous devez connaître qui améliore les performances. Et l'idée, c'est vraiment de multiplexer tout sur une. Et la question, c'est pourquoi est-ce qu'avec les bases de données aujourd'hui et le design qu'on a des bases de données, on ne fait pas la même chose, tout simplement, pour ne pas avoir à dimensionner un connection pool. Ça permettrait d'éviter ça. Et moi, mon opinion, c'est que ces protocoles, ils ont été inventés il y a 30 ans. Et à l'époque, ils ne pensaient pas du tout à ce qu'on fait aujourd'hui, aux bases de données, tout ça. Donc, ils ne sont pas partis sur des notions de multiplexage, mais ils pourraient le faire, en fait. Voilà, le dernier protocole concurrency matters, ça, c'est un peu plus technique. C'est, effectivement, on a vu pipelining, multiplex. Et à la fin, même si on a quelque chose qui est très rapide dans la JVM, du code qui s'exécute, dès qu'on a des architectures distribuées, la concurrence des protocoles entre les tiers de la mèche a un impact important. Voilà. Si vous utilisez HTTP2, ça va mieux marcher qu'HTTP1, c'est ça l'idée. Donc voilà, donc quelques liens pour ceux qui les verront, qui voudront les lire. Et là, je crois qu'on a terminé. Et j'ai un peu dépassé sur le temps. Je suis désolé, 5 minutes, ça va. Voilà.